17h l'actu sur Radio Chablais. Le Nouvelliste est l'un des hôtes d'honneur de la foire cette année puisqu'il célèbre un anniversaire qui a la profondeur de l'histoire. 120 ans d'information valaisanne et d'ouverture sur le monde aussi. Les anniversaires, ça sert à regarder un peu le passé mais aussi à se projeter vers l'avenir. Bonsoir Vincent Franière. Bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef du Nouvelliste. 1903, je l'évoquais à l'instant. Vous avez traversé le siècle, enfin le Nouvelliste, pas vous. Le Nouvelliste a traversé le siècle. On passe, c'est frappant, que dès qu'on imagine ça pendant 2 secondes, d'un canton purement agricole, un peu en marge du développement suisse du 19e siècle, à un canton, aujourd'hui, je parlais des biopharmes et de la HES, on en parlera tout à l'heure, à un canton technologique, moderne, autre chose. Oui, on a essayé de l'expliquer aussi dans le numéro spécial qu'on a fait mardi. On a essayé de prendre les grands thèmes du canton et puis de les traverser sur 120 ans et surtout de donner une perspective d'avenir. On a aussi associé 6 jeunes de 20 ans, symboliquement ça faisait 120, à avoir leur vision de différents thèmes d'énergie, d'industrie, de tourisme, de culture, de sport. Et je pense que c'est un travail qu'a mené Noémie Fournier chez nous, la journaliste. Et c'est un travail qui... Les gens vont dire, ce jour-là, on n'a pas le temps de lire tout le Nouvelliste. C'est pas grave, il faut le prendre, il faut le lire jusqu'à la fin de l'année. Il était un peu collector celui-là. Il était collector, ouais. Puis l'autre chose peut-être pour vous, Radio Chablais, c'est que le premier Nouvelliste était imprimé le 17 novembre 1903 à Saint-Maurice. Ça montre aussi toute l'évolution et symboliquement, le 16 novembre 2023, on va faire le Nouvelliste depuis Saint-Maurice. Et on aura très certainement... Vous redescendez. On redescend symboliquement. Si l'histoire continue, vous allez bientôt éditer alors la là, brigue. on revient à ça. Non, on édite à Sion, puis on imprime à Montaigne. Donc dans l'histoire, on est revenu déjà à Montaigne pour l'impression du Nouvelliste qui s'imprime tous les soirs à Montaigne. Le Chablais a été le berceau de l'industrie valaisanne, donc ça a du sens qu'une impression comme ça d'un journal avec beaucoup d'impressions chaque jour, que ça soit fait dans le Chablais. Alors stratégiquement aujourd'hui, c'est plutôt pour se rapprocher de Lausanne, parce que créer un centre d'impression aujourd'hui au XXIe siècle, c'est presque une utopie. Donc on l'a fait à Montaigne parce qu'il faut être proche de Lausanne pour distribuer les Nouvellistes. Si à 2h le matin, les Nouvellistes ne sont pas à la gare de Lausanne, ils ne sont pas distribués en Suisse romande, et si on veut un jour imprimer le temps et la liberté de Fribourg en Valais, il faut qu'on soit à Montaigne et plus à Sion. Bon, ça a été un pari, ce centre d'impression. Je ne voulais pas aller tout de suite là-dessus, mais peut-être qu'on reviendra à l'histoire tout à l'heure, mais quand même. Moi, j'ai lu votre édito dans ce journal spécial. Vous y avez amené un petit peu d'ombre en disant oui, c'est bien, on fête un anniversaire, c'est très bien, on est fiers de ce qui a été fait. Mais le danger plane. Oui, on s'est posé la question s'il fallait le faire pour cet numéro spécial-là, puis je pense que c'est le bon moment de le faire et le bon endroit de le faire. C'est pour faire prendre conscience aux gens qu'aujourd'hui la presse écrite est un secteur d'activité qui est en décroissance depuis 20 ans. Puis cette décroissance s'est accélérée depuis le Covid et aujourd'hui... moi, je l'ai écrit. C'est concret, la baisse des abonnements depuis le Covid ou... C'est concret, surtout la baisse de la publicité, au niveau national, surtout. Donc, les grands annonceurs ont changé leur manière de communiquer. Pendant le Covid, ils ne sont pas revenus à une manière traditionnelle de le faire. On avait déjà la concurrence d'Amazon, de Google, de tous ces sites internationaux-là. Ça s'est amplifié. Aujourd'hui, la plus grande difficulté au niveau de la pub, c'est la pub nationale, pas la pub cantonale qui se maintient assez bien. Après, les abonnés, comme tous les médias, on doit aujourd'hui toucher un nouveau public qui s'abonne plus forcément à un journal écrit quand il rentre dans une vie active, quand il se marie. Avant, c'était plus le cas. Aujourd'hui, les 30-45 ans ne consomment plus l'information comme à l'époque et c'est un vrai défi pour toute la presse écrite. Et cette génération-là, vous le dites dans votre édito, d'ailleurs, on leur a appris que l'info, c'était gratuit. Certains éditeurs l'ont appris. Donc aujourd'hui, une info gratuite... Oui, mais ça, c'est pas vous. Je sais bien, c'est mondial. Je crois que les premiers, c'est le New York Times. Mais une information gratuite, ça n'existe pas. Aujourd'hui... tout travail mérite salaire. Aujourd'hui, si le Nouvelliste doit être gratuit demain, il pourrait l'être gratuit, mais moi j'ai encore 2 fois moins de journalistes. Mais il y aura un Nouvelliste qui ressemblera, je ne sais pas à quoi, mais un journal gratuit, c'est simplement un journal sans abonnés qui est financé avec de la pub. Vous avez parlé d'une génération. Moi, puisque vous avez étudié les tranches d'âge, ça m'intéresse aussi parce qu'on a les mêmes soucis dans les radios aussi, d'une jeune génération qui a pris d'autres habitudes de consommation d'infos. Vos 6 jeunes, là, ça en fera au moins 6, des jeunes de 20 ans qui liront le Nouvelliste ou ils représentent une nouvelle tendance peut-être? J'espère que ça fait au moins 6 qui liront le Nouvelliste, mais ils ont été assez impressionnés par le fonctionnement d'un journal. Quand vous voyez le fonctionnement d'un journal, entre le premier journaliste qui commence son travail à 8h et puis le dernier messager qui distribue le Nouvelliste à 7h du match, je ne sais pas où on va aller, c'est très artisanal encore. Il y a un côté industriel, mais il y a un côté artisanal. Et puis ça, je pense que les gens ne s'en rendent pas compte. Je pense que celles et ceux qui vont un soir à Montaigne voir l'impression d'un journal,
ne lisent plus le journal la même chose après, quoi. Donc il faudrait mettre tout le Valais à monter pour sorties scolaires. Voilà, pour avoir plus d'abonnés. Bon, vous le rappelez aussi dans cet éditorial, le modèle économique a changé, ça on vient de l'évoquer, avec cette erreur du gratuit qui est née aux États-Unis et puis qui a essaimé dans le monde entier. Sans aller dans les secrets de cuisine, mais c'est quoi la clé pour le Nouvelliste? C'est se recentrer sur le local, sur le canton et rien que le canton. Je vous pose la question parce que parfois je me dis, mais à quoi ça sert que le Nouvelliste push aussi sur l'international, sur le prix Nobel de la paix aujourd'hui par exemple? Non, je pense qu'il faut rester généraliste, mais sur le canton, c'est notre priorité, et puis on doit tenir compte des forces qu'on a. On n'a plus les mêmes forces de travail qu'il y a 20 ans en arrière. Moi, j'ai connu un Nouvelliste, j'étais tout le temps avec 2 étages de journalistes. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un. Wow. Moi, comme je l'ai écrit dans l'édito, j'ai perdu 20% d'effectifs. On a perdu 20% d'effectifs en 4 ans. Mais il ne faut pas se plaindre de ça. Il faut juste, avec ces gens-là, réaliser le meilleur produit possible. Et aujourd'hui, la force et l'avantage qu'on a, que vous avez aussi, que Rhône FM a ou Canal 9A, c'est justement cet ancrage local. Et je pense que c'est moins difficile d'avoir un avenir en étant local qu'en étant peut-être généraliste. Bon. Et c'est ça qu'on doit développer. Ouais. Vous disiez, pour les 150 ans, vous espérez lire encore Nouvelliste, c'était la conclusion? J'espérais être aux 150 ans à la Foire du Valais du Nouvelliste. Donc voilà. Donc ça veut dire que le Nouvelliste existe toujours, puis que moi j'aurai 79 ans, donc j'espère encore exister à 79 ans. Merci à vous, Vincent Franière. On vous souhaite une bonne soirée, puis une bonne fin de foire avec ce stand d'hôte d'honneur à la Foire du Valais. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous, et on passe au Bureau des métiers qui a proposé ce matin une table ronde autour de la rénovation extraordinaire au sens littéral du mot, extraordinaire, la rénovation de Notre-Dame de Paris, chantier colossal, chantier du siècle. Alors les rénovations ne sont pas toutes aussi imposantes et sacrées bien sûr, mais elles ont lieu partout, elles ont besoin d'artisans qui connaissent leur affaire. Bonsoir Gabriel Descaillets. Bonsoir. Vous êtes le directeur du Bureau des métiers, vous nous amenez Notre-Dame, on s'y attendait pas, je dois dire, à la Foire du Valais. Merci pour ça. Pourquoi? Alors écoutez, il y a un petit côté effet de surprise, mais il est tellement légitime. Qui construit? Et quand on peut imaginer, c'est vraiment extraordinaire. On a eu sur le plateau aujourd'hui des gens qui ont un savoir-faire, qui parlent de leur passion, qui parlent de quelque chose qui est millénaire. Le traumatisme du 15 avril 2019, quand Notre-Dame brûle, a touché la planète entière. Et vous savez ou pas, mais c'est 2 Suisses, un qui écrit... Vous avez reçu 2 artisans qui ont travaillé ou qui travaillent encore sur le chantier de Notre-Dame. Absolument. Thomas Buchy écrit le surlendemain de cette catastrophe, il écrit à Emmanuel Macron pour lui dire, écoutez, on a quelques compétences en Suisse, j'ai fait quelques petites choses dans ma vie, et il a quand même construit le palais d'équilibre, il a quand même construit la cabane du goûter sur le Mont Blanc, il n'est pas n'importe qui. Et Emmanuel Macron, 3 jours ou quelques jours après, lui répond en lui disant « Oui, effectivement, on a peut-être besoin d'un peu d'aide et votre expertise peut nous être utile. » Et l'autre personne qui était aussi là, Gauthier Corbat, c'est un scieur. Alors, les scieurs aussi en Suisse, c'est un métier que personne ne connaît, c'est un métier qui est presque en voie de disparition. Gauthier Corbat s'est également intéressé à la chose, et c'est le seul scieur parmi quelques autres qui a été retenu pour reconstruire la flèche de Notre-Dame, cette fameuse flèche qu'on voit descendre en flammes sur les voûtes de Notre-Dame. Donc c'est une immense fierté pour un pays comme le nôtre, un tout petit pays de quelques 8 millions d'habitants, et surtout pour des artisans qui sont aujourd'hui des gens qui peuvent porter leur savoir-faire bien au-delà de nos frontières et qui peuvent donner vraiment du sens, parce que Notre-Dame de Paris, c'est la mémoire. C'est la mémoire d'une génération, plus d'une génération, c'est la mémoire d'une civilisation. civilisation. Elle a plus de 900 ans. Elle a été construite, la fin de la construction de Notre-Dame de Paris, c'est 1365. Ils ont mis 200 ans à la construire. 200 ans. Vous imaginez? Celui qui commence la construction de Notre-Dame de Paris sait qu'il ne verra pas la fin. C'était le cas de génial. toutes les cathédrales, on a vécu des moments d'émotion. Les grands bâtiments du Moyen-Âge et d'avant, et sans doute d'après aussi un peu. Alors on sent votre émotion, je pense qu'elle est encore palpable. Vous m'avez dit ce matin, j'ai eu des frissons plusieurs fois en entendant les récits de ceux qui y étaient, de Vincent Amouroux aussi, réalisateur d'un documentaire sur Arte, ou d'une série. C'est une série de 3 épisodes, ça s'appelle Notre-Dame, le chantier du siècle, et vous pouvez la voir. Cette série, elle est magique.
sur la page d'Arte. Voilà, c'est Notre-Dame. Moi, je voulais venir au bureau des métiers aujourd'hui, et vous l'avez dit, il y a ceux qui font. Hein, ces artisans-là, ils ont une spécialité qui, alors on peut la mettre en valeur comme ça dans un événement comme la Foire du Valais, mais il faut se rendre à l'évidence, elle est en train de disparaître. On a des programmes en Suisse sur les métiers d'art qu'il faut préserver, mais il y a dans les métiers une uniformisation aujourd'hui, une technique qui surpasse la magie de la main. Il faut lutter. Non, la technique ne surpasse pas la magie de la main. Il faut comprendre ce que l'on fait. Mais la main s'inscrit dans la pierre, s'inscrit dans le geste, s'inscrit dans ce qui se fait. Et il n'y a pas aujourd'hui de bons artisans s'il n'y a pas de bonne tête. Et finalement, le message, il est là. Le message, il est là, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir un avenir lumineux, extraordinaire, si on embrasse ces professions et ces métiers. Parce que c'est des métiers qui sont magnifiques et qui vous donnent de la passion. Et vous savez, pour avoir de multiples témoignages, mais vraiment de multiples témoignages, de gens qui se lancent dans ces métiers du faire, pas du fer au sens métallique du terme, mais de savoir-faire. Ce sont des gens qui n'en sortent plus parce que vraiment ils développent cette passion et vous savez, quand on aime, on compte plus. Mais on les a encore, ces jeunes gens qui y vont, parce que moi je pense à cette journée, hein, chaque année, journée fédérale, les métiers d'art, c'est bien pour ça, hein, c'est pour dire aux gens, regardez, ça existe. Facteur d'orgue, chaque année, les ferronniers, hein, puisqu'on parlait des métiers du fer, voilà, la ferronnerie d'art, etc. Tous ces métiers qu'il faut aider, en somme, hein, écoutez, à survivre. Je crois qu'aujourd'hui, ce que les gens recherchent, c'est du sens dans ce qu'ils font. Alors quand on s'imagine le traumatisme que ça crée pour une civilisation, qu'un monument historique comme Notre-Dame disparaisse, et toute l'énergie qu'on met à reconstruire à l'identique quelque chose de fabuleux, il faut trouver les gens qui savent le faire. Mais plus près de nous, vous-même qui utilisez tous les jours un robinet, qui utilisez tous les jours des WC ou que sais-je, vous êtes des gens qui ne percevez plus forcément tout le travail qu'il y a derrière ces gestes. Si, moi je le perçois très bien quand j'essaye de le faire moi-même. Hein, ça, alors vous inquiétez pas. Voilà, quand vous essayez de le faire moi-même, tout de suite ça devient plus tangible. Voilà. Mais c'est un savoir-faire, c'est quelque chose qu'on doit vraiment donner. Ça rend service aux autres. Et la construction, c'est ça, c'est rendre service aux autres. Et ça fait beaucoup de sens que de se lancer dans ce genre de métiers, qui sont des métiers passion, encore une fois. Bon, vous avez une vue générale sur ces métiers de l'artisanat. On parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre dans tous les secteurs de l'économie. On en a parlé pour le tourisme, par exemple, cette semaine à la Foire du Valais. Dans les métiers que vous voyez comme ça, est-ce qu'on est aussi dans ce cadre-là? Les apprentissages sont plus rares, c'est plus difficile de trouver des jeunes? Alors la bonne nouvelle, c'est que les places d'apprentissage sont disponibles. Il y en a encore beaucoup, et les jeunes qui souhaitent se lancer dans ce genre de carrière, non seulement ils s'en sortiront très bien, et je vous assure qu'ils s'en sortiront très bien parce qu'ils seront rares. Donc qui dit rare dit cher. D'un autre côté, on ne peut pas échapper au monde. La pyramide des âges est connue et la situation fait que les gens qui sortent du marché du travail aujourd'hui sont très nombreux et qu'il y a des places à pourvoir. Donc oui, il y a des métiers, il y a des chances à saisir. Et je suis convaincu, alors je suis à la fin de ma carrière professionnelle, mais je sais, pour l'avoir vécu et rencontré suffisamment d'acteurs, que les gens qui vont se lancer dans ces professions-là ont un brillant avenir devant eux, vraiment. Voilà. Alors évidemment, peut-être pas forcément ça se regarde pas à 2 ans, ça se regarde à 20, mais tous ceux que je côtoie aujourd'hui sont heureux. Bon, il y avait l'archéologue, on va finir là-dessus, l'archéologue cantonal qui était là aussi pour discuter. Alors évidemment, on va pas mettre le feu à la cathédrale de Sion pour avoir un beau chantier, mais enfin les chantiers de rénovation, ils existent. Oui. Et là aussi, ce sont des débouchés possibles, il n'y a pas besoin de mettre le feu, hein, je le redis encore une fois. Alors sur le ton de la boutade, j'ai dit à Mme Brunetti ce matin que j'allais mettre le feu à Valère, comme ça elle aurait une souscription magnifique, et dit écoute, c'est peut-être pas une bonne idée, parce que ça fait 30 ans qu'on essaye de retaper, quoi. Oui, voilà. On l'a assez vu sous des échafaudages. Ça suffit maintenant. Ça suffit l'incendie. Donc c'est déjà fait, c'est du vécu. Ceci dit, elle aussi a une vision magnifique de ces métiers, qui ne sont pas seulement des métiers d'art, qui sont des métiers assez concrets. Hein. Elle a une vision très pratique des choses, et finalement on doit tous travailler en réseau. C'est un véritable travail d'ensemble, et là, bravo encore à elle, parce qu'elle a cette dimension de voir ce qui est intéressant.
laisser de la place à l'archéologie, mais on ne peut pas empêcher la vie de continuer. Merci à vous, Gabriel Descaillet, d'être passé dans cette émission. Vous êtes le directeur du bureau des métiers. On verra la surprise que vous ferez l'année prochaine à la Foire du Valais, si vous aurez d'autres idées comme ça pour amener quelque chose du sens et de l'originalité dans cette foire. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Voilà, on poursuit avec cette dernière émission en direct de la Foire du Valais. Nous allons parler de sujets hors foire, mais qui nous parlent d'une région vivifiante. On en parlait tout à l'heure avec Vincent Franière du Nouvelliste, un Valais nouveau, technologique. On l'a appris cette semaine. L'Institut Technologie du Vivant de la Haute École d'Ingénierie a conclu un nouveau contrat de collaboration d'une durée de 5 ans avec l'entreprise Debiopharm Research and Manufacturing à Martigny. Ce partenariat public-privé annoncé cette semaine donc doit permettre de développer des moyens très pointus de lutte contre le cancer. On va en parler avec vous. Origène Nianguilé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes professeur à l'Institut Technologie du Vivant à la HES. Vous venez nous parler de ce partenariat. On va entrer dans une zone de vulgarisation scientifique. Je vous le dis tout net parce que j'ai dû relire plusieurs fois le communiqué. Technologie du vivant déjà. Ça peut faire un peu peur comme dénomination, non? On parle beaucoup de nous mettre des puces dans le cerveau, de technologiser le vivant. Vous êtes un professeur Frankenstein? Alors, pas du tout. Technologie du vivant, c'est une ancienne dénomination qui est déjà là depuis un certain nombre d'années. Et pour être plus exact, en fait, pour être à la page, on dirait que c'est les sciences de la vie. Donc nous, ce qu'on fait, c'est de la biotech, de la chimie analytique, de la bioanalytique, de la chimie alimentaire. Et puis, oui, c'est principalement les activités qu'on a à l'Institut de Technologie du Vivant. Bon, vous allez travailler donc avec cette entreprise Debiopharm à quelque chose d'assez technique. Je vais essayer une image. Là, je prends un risque. C'est 50-50. Soit vous allez me dire c'est pas du tout ça, soit vous allez me dire bien. Bon. Nos anticorps sont de bons petits soldats. Et puis, grâce à votre technologie que vous allez nous décrire, vous leur donnez des armes supplémentaires. C'est bon ça. Oui, c'est exactement ça. Très bien. C'est ça. Quelle est cette technique? L'idée, je vais essayer de le faire de façon très très simple. Quand on a le cancer, les premières technologies, c'était des molécules toxiques qu'on donnait aux patients. Et l'idée avec ces molécules toxiques, c'est On en donne encore d'ailleurs, les rayons par exemple. Exactement. Mais là, c'est des produits chimiques qui sont connus comme chimiothérapie. On donne ça aux patients et ça va tuer les cellules cancéreuses. Le problème, c'est que ça ne tue pas que les cellules cancéreuses, ça affecte aussi les cellules normales, d'où tous les effets secondaires. Et en plus de ça, ce n'est pas très efficace, ça marche en environ 20% des cas. Alors, l'idée d'utiliser les anticorps, c'est que les anticorps peuvent amener ces molécules toxiques spécifiquement sur les cellules cancéreuses, sans aller toucher les cellules normales. Alors, c'est ce qu'on appelle les ADC, ça vient une terminologie en anglais que je ne vais pas développer pour rester vulgaire. Et nous, ce sur quoi on a travaillé, c'est sur des technologies pour accrocher ces molécules toxiques aux anticorps. Alors, moi vous l'avez compris, je suis pas du tout scientifique, mais ça me fait penser un peu à cet ARN messager dont on parle tant, où on a aussi dit on va aller mettre un peu d'ARN dans une cellule censée combattre le Covid et d'autres maladies d'ailleurs. L'ARN a d'autres perspectives, c'est un peu le même principe. Oui, c'est un peu la même idée. L'ARN, ça a une autre fonction, mais effectivement, les technologies d'ARN pour les vaccins Covid, c'était de les amener spécifiquement à des endroits où ça peut ensuite produire la molécule de surface du Covid. Nous, c'est quelque chose d'un peu différent. Nous, on veut amener les molécules toxiques grâce aux anticorps sur les cellules cancéreuses. Mais oui, c'est un peu la même idée. Bon, c'est du ciblage, si je comprends bien. À la place, comme vous le disiez, les traitements que tout le monde connaît contre le cancer, chimiothérapie, rayons, c'est large spectre. On tue, en fait, c'est tabula rasa et puis survie qui peut, dans les cellules, mais enfin dans le corps aussi, malheureusement. Et puis là, on dit, on va aller attaquer spécifiquement les cellules malades, les cellules en danger, et donc faire beaucoup moins de dégâts. En somme. C'est une technologie qui est encore à venir ou qui est déjà dans les médicaments que peuvent recevoir des patients? Alors c'est un peu une longue histoire parce qu'au départ, si vous voulez, c'est juste de la chimie. Ces molécules toxiques qu'on attache aux anticorps, au départ c'était fait avec de la chimie assez simple qui en fait allait faire ceci de façon non spécifique. Les molécules cytotoxiques s'attachent un peu partout sur les anticorps. Et il y a des premiers produits qui sont déjà sur le marché, qui traitent le cancer, qui marchent très bien. Le problème avec ces technologies, c'est que ça se mettait un peu n'importe où sur les anticorps. Et puis maintenant, le domaine est en train d'avancer de façon à mettre ces molécules exactement là où on le souhaite.
Alors c'est ça sur quoi on travaille. Ciblage encore plus ciblé, si je comprends bien. Bon, on va sortir de la pure technologie pour entrer, et on va en terminer avec ça, professeur Nyangwile. Le partenariat avec une entreprise des biopharmes pharmaceutiques. La HES, on parlait de Valais technologique en début d'émission, vous n'étiez pas là. La HES permet ça aujourd'hui en Valais. Avant, il fallait les PFL pour trouver des laboratoires qui puissent régater avec l'industrie au jour le jour. Aujourd'hui, c'est en Valais. Oui, tout à fait. Il y a un peu de l'histoire derrière. Il y a plusieurs des personnes qui travaillent dans le domaine des biopharmes qui viennent du laboratoire où j'ai fait mon doctorat, chez professeur Manfred Mutter à Lausanne. Moi-même, avant, j'étais dans la pharma. Et puis, ils m'ont quelque part recruté directement pour venir dans le Valais. Et c'est une belle opportunité. Des biopharmes, ils avaient déjà des liens avec la HESSO depuis un moment. Je le relève, pardonnez-moi, parce que on a souvent l'image de la HES comme on parle beaucoup du tourisme, on parle beaucoup de la haute école de gestion, etc. Ça, c'est très bien, il n'y a pas de problème avec ça. On parle un petit peu moins de l'aspect science de pointe qui n'est pas... il y a la recherche fondamentale, c'est les PFL. Dans les HES, on est plus sur l'application et sur être au service de l'économie. C'est le cas dans toutes les filières HES. Tout à fait. Alors c'est vrai que notre filière à Sion est plus connue pour le tourisme et puis aussi un peu l'informatique et l'économie. Mais de plus en plus, on développe des activités dans les sciences du vivant. Les partenariats publics-privés, aujourd'hui, c'est la seule façon d'avancer. Il n'y a plus assez de sous dans la recherche. C'est plus facile pour nous parce que c'est très compétitif avec les EPFL, l'université. Pour accéder au Fonds national suisse, c'est beaucoup plus compétitif. Donc, et de toute façon, notre mission, c'est d'essayer de faire des projets plus appliqués en collaboration avec des partenaires industriels. Donc oui, c'est une très très bonne façon pour nous d'avancer. Bon, bravo, merci d'être passé dans cette émission. Origen Nyangwile, vous êtes professeur à l'Institut Technologie du Vivant à la HESSO et vous collaborez donc autour de ces médicaments nouveaux, cette nouvelle façon de traiter le cancer. Merci, bonne soirée à vous. On poursuit et on termine avec Chablais Région qui publie les résultats d'un sondage sur le développement de l'agglo Chablais bien sûr. Comme à chaque étape, on est à la 5e étape déjà. La population est sondée avec l'ambition de pouvoir connaître ses priorités à la population. Le sondage doit ensuite servir aux communes alors de choisir des développements à réaliser, à mettre en haut ou en bas de la pile. Bonsoir Pierrick Maire. Bonsoir. Vous êtes de Chablais Région, vous nous amenez ce sondage. On est à l'agglo 5e génération. Alors ce n'était pas un sondage qu'on appelle qualitatif. Vous n'avez pas choisi un panel de population à qui vous avez demandé de répondre à des questions. C'était un sondage ouvert. La population a un peu joué le jeu. Elle le joue plus à chaque fois, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, on invite les gens à participer parce que c'est vrai qu'il faut que les gens s'impliquent et soient intéressés à ce projet pour qu'ils puissent se développer en accord avec leur vision, donc en vision de la population. Et c'est vrai qu'on a invité les gens en faisant de la communication à y participer de manière libre. Ils pouvaient se rendre sur Internet et répondre aux questions qui étaient en lien avec ce projet. Bon, c'était plus qu'à la 4e. Moi, j'étais un peu frappé, vous le savez, je vous l'ai dit avant l'émission. Il y avait 770 réponses à peu près sur la population des 8 communes désormais de Chablais Région. Ça fait peu en fait. C'est peu et beaucoup, c'est-à-dire qu'on a réussi à avoir déjà plus de gens. Vous savez que c'est difficile toujours de réussir à atteindre les gens. Les gens ont beaucoup de choses à faire de leur côté. Quand on voit un sondage, moi le premier, je ne vais pas forcément y répondre. Donc on est déjà content du résultat, c'est-à-dire qu'il y a quand même passablement de gens qui sont intéressés à ce projet, qui veulent se prononcer sur le développement de leur territoire, parce que c'est vrai que c'est eux qui le vivent, c'est eux qui l'habitent, c'est eux qui s'y déplacent. Et pour nous, c'est déjà très important parce qu'on a déjà plus de réponses que lors de la 4e génération. Et donc du coup, on voit que les gens prennent de plus en plus conscience de l'importance de ce projet. Bon, vous le dites, il y a un côté indicatif très clair pour les communes, parce qu'on sait que les projets ne se décident pas demain pour après-demain, c'est du long terme. Et donc ça peut leur donner des pistes en somme sur ce vers quoi il faut peut-être même pas investir tout de suite, mais au moins réfléchir. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on va voir où les gens se disent qu'ils ont au terme d'aménagement du territoire, sur quoi il faut travailler et réfléchir en premier. Et puis nous, après, on regarde en fonction, si on a des ateliers avec des gens qui viennent aussi des exécutifs législatifs, des associations, des entreprises de transport public, pour nous aider encore à affiner ces réflexions-là. Et on regarde aussi en fonction de ce qui est déjà dans le pipeline, on va dire. Si par exemple, dans le PA4, on a beaucoup travaillé sur la planification des réseaux cyclables, si maintenant il est placé en première position,
comme on sait qu'on a déjà beaucoup développé ce point-là, peut-être que ce n'est pas celui-là qu'on traitera en premier. Donc il y a effectivement, on regarde et après on regarde en fonction du projet ce qui est le plus adéquat. Alors moi j'ai pas le souvenir des précédents, hein, donc vous allez me dire si ça change ou pas, mais enfin il y a quelque chose de très clair. Il y a 3 grands thèmes dans les questions qu'on a posées aux gens, qui sont les 3 grands thèmes de Chablais-Agglo en somme. Hein. C'est la nature, l'environnement, le paysage, l'urbanisme et la mobilité. Et c'est dans cet ordre-là qu'arrivent les préoccupations des gens. Beaucoup de verts, la nature, l'environnement, le paysage. C'était déjà le cas lors des sondages précédents? Alors oui, il y a de ça en 2020 qu'on avait fait le même sondage, ça arrivait aussi en première position, donc on voit que c'est vraiment une préoccupation des gens de pouvoir évoluer dans un espace urbain qui amène de la nature au centre-ville, dans lequel ils puissent respirer, profiter de ne pas avoir trop d'îlots de chaleur et ce genre de préoccupation. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent. On le voit aussi notamment à travers les épisodes qu'il y a eu cet été en termes de catastrophes naturelles. C'est vrai que c'est des sujets qui sont de plus en plus présents et les gens commencent à en être conscients et veulent se préserver de ces impacts de la nature sur leur vie de tous les jours. J'aurais dû vous faire venir en début d'émission parce que quand vous avez dit moins d'îlots de chaleur, le soleil s'est couché sur Martigny et du coup je me sens déjà vivre un peu mieux parce qu'on vit sous un soleil, tant mieux, hein, mais voilà, ça tape bien pendant l'émission, un soleil rasant mais encore bien puissant. Ces priorités, elles sont, alors je le rappelle, hein, première priorité nature, environnement, paysage, deuxième urbanisme, troisième et dernière, la mobilité. La mobilité, c'est quand même ce qui occupe le plus Chablais-Agglo, ce qui occupe le plus les budgets possibles de la Confédération, et c'est ce qui préoccupe le moins les gens. C'est parce qu'ils voient que de toute façon tout l'argent va là ou... C'est un résultat qui est assez étonnant parce que c'est vrai que quand on entend les gens parler, ils se plaignent qu'il n'y a pas assez de transport public, ils se plaignent qu'il y a des bouchons. Voilà. C'est vrai qu'on aurait tendance à moi je suis le premier étonné de ce résultat. Et effectivement, si on prend le cas de Chablais-Agglo, donc c'est en lien avec la politique de la Confédération qui nous pousse à bien coordonner le développement de l'urbanisation avec les transports publics, ce qui veut dire en fait qu'il faut densifier autour des gares, là où il y a des transports publics, pour permettre aux gens de se déplacer plus en transport public et justement faire un report modal de la voiture vers les transports publics ou la mobilité douce. Donc c'est vrai que c'est ce qui nous occupe le plus et paradoxalement, c'est apparemment ce que les gens sont apparemment le moins sensibles. Est-ce que ça veut dire que la situation est déjà bonne? Assez bonne. Peut-être. Ouais, peut-être. Parce qu'il y a ceux qui disent qu'il n'y a pas assez de transport public, il y a aussi ceux qui disent mais ils sont tout le temps vides. Il y en a peut-être trop. Alors, il y a les. Je suis pas en train de le dire. Hein, moi, mais il y a les deux cas, effectivement. Ouais. On entend, de toute façon, de la population, il y a un panel de gens avec des avis différents. C'est d'ailleurs la beauté de la citoyenneté. Hein. On a tous leur avis. Vous allez me répondre honnêtement, Pierrick Maire. 774 réponses, des ateliers. Voilà, il y a beaucoup d'élus dans notre démocratie et c'est une bonne chose à tous les échelons. La population, elle suit ce Chablais-Agglo où elle est un peu passive parce que là, on peut se dire, il y a beaucoup d'élus, des conseils communaux, des conseils généraux en Valais, des municipalités, etc., qui sont allés remplir ce sondage, mais pas forcément la population. Alors si on a 774 réponses, je pense que ça fait plus que les élus, donc ça veut dire qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui s'y intéressent. Donc oui, effectivement, il y a. Mais après, je vous rejoins, il y a toute une question de complexité. Hein. L'aménagement du territoire est une matière assez complexe, peut-être pas aussi complexe que ce qu'on a entendu avant, mais notamment comme relativement complexe. Tout le monde s'en rend compte hein, quand il réfléchit au développement du territoire ou à ce qui se passe autour de chez lui. Est-ce qu'il y a un arrêt de bus, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce que je peux construire une maison ou pas. On se rend compte qu'on est vite face à beaucoup de complexité et c'est vrai que pour la population de se plonger dedans, c'est relativement difficile. Donc nous, on a essayé d'amener des questions relativement simples pour nous donner des pistes déjà. Et pour essayer de réduire cette complexité, pour les intéresser le plus possible à ce projet. Bon, c'est fascinant l'aménagement du territoire. Moi, je le dis à chaque fois, hein, c'est mettre des petites cases comme ça pour nous faire vivre dans 20, dans 30, dans 40 ans, etc. Ça se fait à tous les échelons de la société et c'est fascinant. Merci à vous. On en est où avec ce projet de 5e génération? Alors, à quelle étape? On est au début du projet. C'est pour ça que c'est à ce moment-là qu'on demande à la population cette phase consultative, exactement, de se prononcer pour qu'on puisse orienter le projet. Donc, on est en train de faire les diagnostics territoriaux et en même temps de réfléchir déjà à la suite et c'est pour ça qu'on regarde si on va faire plus d'efforts, je sais pas, pour la nature en ville par exemple ou pour le développement des transports publics ou autre. L'horizon pour le dépôt à Berne en Alors, une date? Ce sera en juin 2025 et ça veut dire qu'en fait avant il y a tout un processus de validation où on passe dans les cantons et tout, donc le projet est censé terminer dans une année. Très bien, merci à vous Pierrick Maire. L'émission se termine, c'est la dernière de la Foire du Valais. Lundi on rentre dans le confort de nos meubles. Excellente soirée à vous, bon week-end.